Bien, bonjour chers étudiants. Nous allons poursuivre le cours de négociation et relations sociales en abordant la dernière leçon du chapitre 6, la gestion des conflits en entreprise. Alors, comme leçon 3, c'est la méthode de règlement des conflits en entreprise. Il faut savoir que cette méthode commande la préparation des négociations pour aboutir au règlement du conflit à proprement dit. Donc la préparation des négociations, elle prend compte des facteurs suivants. Le côté syndical. Donc il faut savoir qu'au niveau de la préparation des négociations, il y a des facteurs qui influencent cette négociation. Donc du côté syndical, nous avons la nature du syndicat. Donc la nature du syndicat elle-même peut être un facteur qui peut influencer la négociation. Nous avons les employés membres d'un syndicat qui ont tendance par exemple à rejeter les recommandations de leur exécutif. Nous avons les rapports entre le syndicat affilié à une centrale et les membres de la base. C'est-à-dire les syndicats, par exemple, qui existent dans une entreprise, mais en même temps aussi qui sont affiliés à d'autres centrales syndicales, par exemple. Du côté de l'employeur, nous avons les obligations vis-à-vis des actionnaires, auxquels il doit rendre des comptes. Donc, par exemple, il faut savoir que dans la préparation des négociations, l'employeur a aussi des obligations vis-à-vis des actionnaires. Donc là, à ce niveau, il doit rendre des comptes, il doit s'assurer que, par exemple, la nature du problème, ainsi de suite, les sujets qui seront abordés sont des sujets pertinents en fait. Donc il y a quand même, l'employeur et ses différents collaborateurs, ses associés ont aussi un mot à dire dans la préparation des négociations. Donc, nous avons en point 2 la préparation des demandes syndicales et des offres patronales. Nous sommes toujours dans les facteurs qui peuvent influencer la préparation des négociations. Donc, il faut savoir que employeurs et syndicats ici utilisent les mêmes sources pour la préparation des demandes et offres. Alors, nous avons les opinions. Pour recueillir les opinions des employés, les employeurs, par exemple, les recueillent lors des réunions du personnel ou des rencontres formelles et informelles. L'analyse du vécu quotidien. Au jour le jour, syndicats et employeurs notent des expériences, observent, font des observations qui leur permettent d'analyser ou identifier les problèmes et proposer des solutions. Nous avons l'étude des griefs, les violations de la convention collective, tous ces actes, la recherche des données salariales, tous ces points-là peuvent influencer la préparation de la négociation. La formation des comités de négociation. Voilà, nous avons le comité syndical de négociation, le comité patronal de négociation. Donc vous voyez que chaque fois, au niveau de la préparation des négociations, nous avons le rôle que jouent les différents syndicats, nous avons le rôle que jouent les employés, qui eux-mêmes représentés par les différents syndicats, et nous avons le rôle de l'employeur. L'employeur va mettre en place un comité de négociation, et tous ces facteurs-là peuvent influencer la préparation des négociations. Donc il faut savoir qu'à ce niveau, on observe qu'au niveau du comité syndical, lorsque les négociations piétinent, le comité syndical peut suggérer par exemple des moyens de pression comme des ralentissements de travail, des journées d'études. Si une grève survient, le comité syndical organise des lignes de piquetage. Donc ça c'est la zone d'observation par exemple. Au niveau du comité patronal, le comité patronal des stratégies
élabore des scénarios, prévoit des scénarios, c'est ce que ça veut dire, de négociation, et planifie des hypothèses de déroulement avec les relations appropriées à chaque hypothèse. Donc ici, ça c'est la zone où on fait une sorte de stratégie d'anticipation pour faire face à tel problème qui peuvent naître dans la préparation de la négociation. Et ce comité-là joue également un rôle d'informateur auprès de la direction et du comité. Lors d'une grève, les membres de ce comité de stratégie essaient de prévoir ce que seront les services essentiels et la manière dont ils seront assurés. Donc quand il y a une grève, il y a arrêt de travail. Donc s'il y a arrêt de travail, au niveau de l'employeur, les dispositions à prendre relèvent du comité patronal pour faire face à cette grève. Donc il s'agit ici de comment faire pour mettre en place les services essentiels pour assurer la continuité. Le processus de négociation. Dans le processus de négociation, il y a l'avis de négociation. Et à ce niveau-là, je vous renvoie par exemple sur l'article 71, 5 du Code du travail. Il y a le dépôt des demandes et offres. Il faut savoir qu'au niveau du processus de négociation, il y a l'avis de négociation, il y a le dépôt des demandes et offres. Il faut savoir que les demandes sont formulées par écrit et déposées chez l'employeur. À ce niveau, l'employeur peut accepter, il peut arriver que l'employeur accepte des demandes et comme rejette des demandes. Et il peut avoir aussi des demandes qui peuvent faire l'objet de compromis. La signature des accords. Une fois que les parties se sont entendues sur les clauses normatives, voilà, il est préférable ici de faire une entente de principe sur ce qui est déjà réglé. Donc ce qui est déjà gagné d'avance, on ne revient plus dessus. Il faut plutôt aller vers les zones d'ombre, c'est-à-dire les points sur lesquels on ne sait pas, il n'y a pas encore eu d'accord. Alors donc, cela veut dire quoi? Lorsque le moment arrive de négocier, par exemple, les clauses monétaires, on doit le plus souvent faire des offres globales. D'un côté, les parties syndicales, par exemple, vont plutôt s'orienter sur les primes, les vacances et les congés. Ok? Alors, s'il n'y a pas d'accord sur ces différents points, cela peut déboucher par exemple sur une grève. Et à ce niveau, la grève en elle-même est interdite avant épuisement de la procédure de conciliation. Voilà. Donc, cela respecte la durée maximum de 10 jours et du délai de 6 jours ouvrables, suivant la modification du procès verbal de non-conciliation et de conciliation partielle des parties. Et cela fait référence à l'article 11 au chapitre des différents collectifs du travail. Alors, le règlement des conflits en entreprise passe donc par plusieurs procédures. Cela est très important. Alors, pour en savoir plus, je reviens encore sur ce point. Je vous prie donc de consulter régulièrement le Code du travail. Les conflits individuels et collectifs. Les conflits individuels. Il faut dire que les tribunaux du travail ont des différents statuts sur des différents individuels à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage. Ils statuent sur des différents individuels lors du contrat de travail ou d'apprentissage, des accidents du travail et des maladies professionnelles, les différends entre les travailleurs ou apprentis et leur employeur ou maître. Il s'agit également sur des différends individuels relatifs à la validité et à l'exécution des conventions collectives et des règlements inhérents
Alors ici, si le conflit est collectif, le tribunal du travail saisi doit se déclarer d'office incompétent. Si le conflit est collectif, le tribunal du travail saisi doit se déclarer d'office incompétent. Le règlement des conflits individuels devant le tribunal du travail. Donc, il y a une procédure de règlement des conflits individuels devant le tribunal du travail. Alors, nous avons la phase de conciliation. La phase de conciliation. Le Code du travail a prévu 2 tentatives de conciliation. Il y a une phase avant qui est telle que le tribunal, il y a une phase qui se déroule avant que le tribunal ne soit saisi. Ça, c'est la conciliation administrative. Voilà. Donc, à ce niveau-là, comme on peut le dire, l'affaire peut être réglée de manière administrative. C'est-à-dire au niveau de l'entreprise elle-même. Une autre phase au début de la procédure devant le tribunal. Donc, lorsque la phase administrative n'est pas concluante, on passe à l'affaire. L'affaire est renvoyée au tribunal. La conciliation administrative, donc, elle a lieu devant l'inspecteur du travail qui dresse un procès verbal de conciliation totale. Donc, au niveau de la conciliation administrative, il faut savoir que ça se fait sous le regard de l'inspecteur du travail qui va dresser un procès verbal, qui va constater. Donc, dresser un procès verbal, c'est effectivement faire un constat des lieux. Donc, il s'agit ici de dresser un procès verbal de conciliation totale ou partielle, constatant le règlement total ou partiel du conflit, ou bien un procès verbal de non-échec total ou partiel. Voilà. Quant à la conciliation judiciaire, elle est faite par le tribunal du travail avant tout jugement. Elle est donc obligatoire. Nous avons la phase contentieuse. L'affaire est jugée le plus rapidement possible. Le renvoi à une prochaine audience ne peut être prononcé que pour un juste motif, c'est-à-dire pour un motif vraiment valable. Et à ce niveau, le tribunal peut prescrire, peut mener des enquêtes sur les lieux pour recueillir toutes les informations utiles afin de faire face au motif avancé. Les conflits collectifs. Les conflits collectifs, la procédure suivante est indiquée. Il y a la conciliation. Tout différend collectif est obligatoirement soumis à une procédure de conciliation. Ici, il y a une autorité, puisqu'il s'agit d'un différend collectif, un conflit collectif. Donc, il y a une autorité qui est nommée, qui a la lourde charge, à la responsabilité, à cette compétence de régler ce conflit. Donc, celui-ci, dès que le préavis de grève est notifié à l'inspecteur du travail, ce dernier prend l'initiative de négocier avec les différentes parties en conflit. Donc, la durée de cette tentative de négociation, de conciliation devant l'inspecteur du travail ne peut dépasser 5 jours ouvrables. Donc, pendant cette phase de conciliation, 2 cas d'échec peuvent se présenter. Donc, il faut s'attendre à 2 cas d'échec ici. Le premier cas, c'est l'échec partiel ou total, si vous voulez, et le deuxième cas, c'est la carence. Le premier cas, l'échec partiel, c'est lorsque la conciliation n'aboutit pas, donc a échoué. Donc ici, on dit que les parties n'ont pas pu se mettre d'accord. Le deuxième cas, c'est lorsqu'il y a absence d'une des parties. Cela s'appelle la carence. Donc le procès verbal d'échec ou de carence est adressé au plus tard par tous les moyens à chacune des parties, suivant l'expiration du délai des 5 jours ouvrables. À ce niveau, le ministre peut être décidé d'une deuxième tentative de conciliation. Et ici, c'est la phase de l'arbitrage. Donc, après l'échec de la conciliation, le différend est soumis à la procédure d'arbitrage qui dispose cette fois-ci d'un délai de 6 jours à compter de la date d'échec. L'arbitrage est donc désigné dans un délai de 6 jours ouvrables. Alors ici, l'organisation arbitrale rend compte dans un délai de 12 jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier. La sentence arbitrale qui peut être prorogée
peut être prolongé avec l'accord des parties. Voilà. Et ici, il y a une ouverture qui est faite. C'est-à-dire quoi? La sentence est notifiée. Cette sentence, par exemple, peut faire l'objet de recours porté devant la Cour suprême s'il y a excès de pouvoir ou violation de la loi. Et cela se fait est notifié dans les 48 heures aux deux parties. La médiation, le médiateur est désigné dans un délai maximum de 6 jours ouvrables. Il rend dans un délai de 12 jours un rapport ou son projet des points litigieux. Voilà. Donc le rapport et la recommandation sont notifiés aussi aux deux parties. L'arbitrage obligatoire. Si, au niveau de l'arbitrage obligatoire, si la médiation n'a pas abouti, ici, il y a un rôle majeur. Le problème est réglé autrement. C'est-à-dire que, par exemple, le président de la République, garant de l'ordre public, de la sécurité nationale, s'il estime que le problème ou la grève risque d'être préjudiciable à l'ordre public ou à l'intérêt général, peut décider de soumettre le différend à un comité arbitral. Voilà. Donc il faut comprendre que le conflit dans l'entreprise est une des données fondamentales des relations de travail. Donc le conflit est quelque chose qui existe dans les relations de travail. Donc il ne faut pas s'en être étonné quand le conflit arrive. Ce sont des choses qui font partie intégrante des relations de travail. Donc ce n'est donc pas un phénomène ponctuel ou un accident de la vie de l'entreprise. Alors, nous avons, pour mieux comprendre le tableau, les 5 styles de gestion de conflit. Vous avez les 5 styles qui sont explicitement cités dans ce tableau. Nous avons entre autres le style oppressif, le style conciliant, le style coopératif, le style donnant-donnant ou le compromis. Alors, lorsque nous avons statué sur tout ce qui est style de gestion de conflit, il faut savoir que il y a une méthodologie de résolution des conflits. Dans cette méthodologie de résolution des conflits, nous avons ici, voilà, 4 grandes parties. Donc, la première partie, il s'agit donc de l'analyse de la situation. Analyser une situation conflictuelle, c'est identifier le problème central, ou si vous voulez, le problème central et le problème secondaire. Identifier les acteurs en présence, les acteurs directs, les acteurs indirects, tout ça c'est important. Donc l'environnement du conflit, donc l'identification des intérêts, prendre en compte les intérêts communs, les intérêts opposés. Les conflits d'intérêts, il faut aussi prendre en compte les acteurs A, les acteurs B, les acteurs qui sont en présence. Il faut proposer des solutions. Proposer des solutions, c'est faire des choix adéquats, des choix appropriés, des choix de solutions appropriés et adéquats. Donc du coup, s'il faut faire aboutir à une solution adéquate, il faut aussi, comment on dit ça, mobiliser les moyens. Donc il faut les moyens d'action de la solution adéquate. Cela est très important. Lorsque il y a accord, donc lorsque les solutions ont été proposées, qu'il y a accord, le problème n'est pas totalement, le conflit n'est pas totalement réglé. Donc la quatrième partie, la quatrième composante, c'est le suivi, contrôle et ajustement. Donc le suivi ici, il s'agit de vérifier point par point, c'est-à-dire les points sur lesquels les deux parties se sont accordées, il faut les suivre, de sorte à ne pas, de sorte à les faire respecter par les deux parties. Parce que si les points ne sont pas respectés, les points d'accord ne sont pas respectés, cela risque de pourrir l'atmosphère, donc de renaître le conflit en l'état en fait, à la situation de départ.
Donc il faut contrôler, il faut ajuster. Contrôler et ajuster, c'est lorsque on s'assure qu'il y a des points qui ne sont pas respectés, il faut trouver, il faut toujours communiquer, il faut toujours inviter les différentes parties à comprendre sur le manquement, à comprendre la nature de l'omission et puis s'accorder sur une nouvelle fois sur la suite des événements. La suite des événements, c'est comment faire pour que les points qui ont été omis soient à nouveau respectés. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Qu'est-ce qu'il faut noter ici en définitive? C'est que dans le processus de règlement des conflits, donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, de nos jours, la médiation est un mode de régulation sociale. La médiation est un mode de régulation sociale, puisque les conflits font partie des relations de travail, des relations humaines. Ok? Donc, la médiation, les régler, c'est y faire face. Donc, cette façon de régler les conflits devient un mode de régulation sociale, c'est-à-dire ça permet toujours aux groupes humains, aux formations, aux entreprises de toujours créer une situation harmonieuse des relations de travail dans les différentes entreprises. Et partant de là, de créer un cadre professionnel apaisé et bénéfique pour les employés. Donc, la médiation est un mode de régulation sociale rénové dans le domaine du travail et elle est nouvelle dans d'autres tels que le scolaire et le familial. Et vous voyez que ce n'est pas seulement dans la vie professionnelle, mais dans le milieu scolaire et comme dans le milieu familial, il faut toujours une médiation lorsqu'il y a un cas de conflit qui surgit. Donc faire face à la médiation, c'est autrement dit faire la négociation. Elle comporte donc ses propres caractéristiques. Alors, ce qu'il faut savoir ici, son utilité. Son utilité dans le processus de règlement des conflits répond à la régulation sociale et participe à développer une éthique des relations sociales. Donc, elle a une valeur, la médiation. La médiation, donc, ça signe une mission fondamentale de rétablissement ou d'établissement de la communication. Donc, là où les hommes ne se parlent plus, la médiation permet à ceux-là de se reparler. Donc, c'est aussi une stratégie de résolution des conflits. Chers étudiants, ceci met fin à ce cours, à ce chapitre 6 et partant de là, met fin à ce cours de négociation et relations sociales. Je voudrais vous dire, je vous souhaite une bonne écoute et je vous souhaite une bonne santé sous le contrôle de Dieu Tout-Puissant. Je vous remercie.